Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Ce vendredi 2 mai à Abidjan, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était présent à la dédicace d'un ouvrage dénommé « Briser les chaînes de la pauvreté », un livre écrit par l'ancien directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire, André Carvalho, un livre qui est un témoignage puissant mais aussi un appel vibrant à l'engagement. Des détails dans un instant. En tourisme, la Côte d'Ivoire, célébrée par l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Le club phocéen a célébré son partenariat avec Sublime Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la rencontre de Ligue 1 française opposant l'Olympique de Marseille au stade brestois. Les noms de plusieurs villes ivoiriennes figuraient sur les maillots de l'équipe de Marseille. Et puis ce 20h, nous prendrons la direction du nord-ouest de la Côte d'Ivoire à la découverte du village de Dabadougou, un village discret mais chargé d'histoire, architecture traditionnelle, transmission orale, un musée artisanal, un héritage vivant à découvrir, un reportage signé Nous Sangaré. Et puis dans l'actualité internationale, sachez que la liberté de la presse est en recul à travers le monde en 2024. Selon Reporters sans frontières, la liberté de la presse connaîtrait un recul selon un classement réalisé par Reporters sans frontières, recul généralisé des conditions de travail des journalistes, un recul de l'accès à une information indépendante de qualité pour le public et à l'international. On en parle dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, madame, monsieur, bonsoir. On ouvre ce journal par un témoignage de vie concentré dans un livre qui évoque la rigueur, le courage et la passion, celui d'André Carvalho, l'ancien directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire. Son itinéraire, son parcours, raconté à travers un ouvrage intitulé « Briser les chaînes de la pauvreté ». La dédicace du livre a eu lieu dans les locaux du PNUD, ici à Abidjan, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Reportage signé Jean-Louis Gbangbo. Une salle pleine, des regards attentifs et une atmosphère de recueillement et d'inspiration. Ce vendredi, dans les locaux du PNUD, au plateau, l'émotion était palpable lors de la dédicace de Briser les chaînes de la pauvreté, autobiographie d'André Carvalho, ancien directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire de 2007 à 2012. André Carvalho livre dans cet ouvrage de 300 pages un récit sincère et porteur d'espoir. Né à Ziguinchor au Sénégal, il retrace un parcours de plus de 30 ans au sein du Programme des Nations Unies pour le développement. Dans ce livre, je relate sans voile mon combat contre la précarité matérielle et pour l'inclusion des plus démunis. Refuser la pauvreté a donné un sens profond à ma vie et à orienter mon parcours scolaire et mes choix de carrière à chaque étape décisive. Briser les chaînes de la pauvreté est structuré en 4 parties et 10 chapitres. L'auteur y évoque son enfance, les défis rencontrés sur le terrain, mais aussi les convictions qui l'ont porté, l'équité, la justice sociale et la responsabilité individuelle dans le combat contre la pauvreté. En Côte d'Ivoire, M. Carvalho a accompagné avec succès les efforts de reconstruction post-crise et de relance du développement. Votre ouvrage est un legs précieux. Vous nous rappelez que l'engagement du service des autres est un chemin exigeant, mais profondément transformateur. Présent à la cérémonie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué la portée de l'œuvre, mais surtout les qualités humaines de son auteur. André est pour moi un ami, un exemple, une référence et le prototype des fonctionnaires des Nations Unies. Rigoureux, humble, attentif pour comprendre la souffrance des autres et décider à propulser les autres à avancer. Briser les chaînes de la pauvreté n'est pas seulement un livre, c'est un manifeste pour l'engagement, un plaidoyer pour l'action et une invitation à croire que chaque parcours peut devenir un levier de changement.
Et puis direction le nord de l'Afrique, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a pris part à Rabat au Maroc aux travaux du 3e forum de dialogue parlementaire Sud-Sud, initiative de la Chambre des conseillers du Maroc et de l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe pour une coopération Sud-Sud plus accentuée dans le cadre de la clôture de ces travaux. Elle a présenté l'intérêt manifesté par la Côte d'Ivoire pour les technologies modernes et l'intelligence artificielle. Le reportage de Kader Sokotoko. Cérémonie de clôture du 3e forum de dialogue parlementaire Sud-Sud. Tout commence par l'axe 2 de ce forum, les technologies modernes et l'intelligence artificielle IA au service de l'évolution et du développement industriel dans le Sud. La Côte d'Ivoire s'y emploie. Dans le contexte de l'insuffisance des denrées agricoles et de préservation de la nature, la mécanisation de l'agriculture et la transformation locale de nos matières premières s'offrent comme un nouveau débouché pour nos pays. Ainsi, dans la mise en œuvre de cette stratégie, la Côte d'Ivoire a accru sa productivité et ses taux de transformation du cacao et de la noix de cajou, deux spéculations agricoles dont elle est le premier producteur au monde. Nous devons également veiller à ce que l'intelligence artificielle soit mise au service des besoins de nos sociétés par la création d'emplois décents, l'accès à la santé, l'éducation, la productivité agricole et la gouvernance inclusive. Résolution forte des travaux de Rabat. L'intensification de la coopération entre les États membres de l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ASECA. Au titre des autres grandes résolutions, la création de la conférence des présidents de l'ASECA, le renforcement des activités du réseau des femmes parlementaires du Sud et la création du réseau des secrétaires généraux à l'instar des autres grandes organisations interparlementaires à travers le monde. Et ici en Côte d'Ivoire, la Grande Chancellerie travaille à l'harmonisation des mécanismes de distinction des ordres ministériels et spécifiques au cours d'un atelier qui s'est tenu en présence du grand chancelier Ali Koulibaly. Les grades de chevalier, d'officier et de commandeur de l'ordre de mérite ont été passés à la loupe. Nadège Kassi, Didier Nguessan. Harmoniser les protocoles de distinction et le process administratif qui en découle à la Grande Chancellerie. Voici l'objectif de cette rencontre entre administrateurs des ordres ministériels et des médailles spécifiques. Ils partagent leurs expériences et consolident les meilleures pratiques dans l'exécution de leurs tâches. Cette formation nous sera favorable étant donné les modules qui sont annoncés. La gestion des ordres, le premier module. Le deuxième module, c'est la cogestion des ordres sectoriels. Et puis ensuite, on va terminer par un cas pratique de distinction honorifique. Le grand chancelier a souligné l'importance d'uniformiser toutes les pratiques dans les distinctions de chevaliers, d'officiers et de commandeurs de l'ordre du mérite. Il faut que les différents choix qui sont faits à tous les niveaux répondent à des critères bien précis et que ça respecte les règles de l'art pour éviter une braderie généralisée. L'ordre du mérite ivoirien est un ordre honorifique en reconnaissance de services distingués. En 2023, 279 fonctionnaires, dont 2 présidents d'institutions, ont été distingués par la Grande Chancellerie. Promouvoir le leadership comme outil d'accomplissement professionnel, mais surtout vulgariser auprès du public féminin les métiers liés aux eaux et forêts. Tel est l'objectif que vise la 2e édition des masterclass de la cellule genre des eaux et forêts. C'était ce vendredi matin à l'auditorium des Affaires étrangères, au plateau, en présence de Laurent Tchagba, ministre de tutelle, une activité meublée de panels et de distinctions diverses. C'est ce que nous rapportent Franck Quadio et Jamasso. Masterclass de la cellule genre des eaux et forêts. La 2e édition s'intéresse à l'évolution socio-professionnelle de la femme, les défis, les opportunités et l'impact du leadership afin de briser le plafond de verre. On veut nommer les femmes à des postes de responsabilité, mais il faut s'assurer que ces femmes sont capables de pouvoir gérer ces postes-là sans difficulté, de pouvoir faire montre de leur leadership. Donc cette activité que nous faisons a pour objectif de permettre aux dames de pouvoir avoir toutes les capacités et toutes les compétences pour pouvoir gérer ces postes-là.
Des femmes compétentes car bien formées. Ces masterclass vont aborder les questions de leadership. Elles sont plusieurs honorées ce jour, dont le conservateur général Zozoumaï, directeur de cabinet, la première femme commando gendarme, le capitaine Akalourance, des femmes distinguées par le ministre Laurent Tchaba. Le secteur autrefois considéré comme masculin s'ouvre progressivement et l'entrepreneuriat féminin connaît un essor remarquable. Mais briser les plafonds de verre n'est pas une tâche aisée. Elle requiert votre engagement collectif, des actions concrètes et une volonté inébranlable de remettre en question le système établi. Cela passe par l'éducation, la mise en place de politiques inclusives au sein des entreprises. Et pour sa part, le ministre des Eaux et Forêts, depuis sa nomination en 2022, a fait le pari de la promotion de la femme. Elle constitue aujourd'hui 20% de l'effectif affecté au poste de responsabilité au sein des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Et madame, monsieur, on parle de football cette fois, mieux de promotion de la Côte d'Ivoire. Le sport, vous le savez certainement, est une belle vitrine pour briller de mille feux et faire découvrir ses atouts au reste du monde. L'Olympique de Marseille et Sublime Côte d'Ivoire ont célébré dimanche dernier leur partenariat à l'occasion de la rencontre de Ligue 1 française opposant l'Olympique de Marseille au Stade brestois. Les joueurs de l'équipe de football de Marseille avaient comme complément de leur dossard les noms de plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a donné le coup d'envoi du match. Régis Kofi nous en parle depuis Marseille. À l'heure du soleil couchant, dans cette ville française aux multiples symboles et où le sport ne s'arrête jamais, se tient un événement sportif d'une ampleur capitale. L'Olympique de Marseille face à son destin européen. Et c'est là que se joue un tout autre match, celui de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Ouais, c'est surtout la musique qui est bonne en Côte d'Ivoire, j'adore la musique. Je connais la Côte d'Ivoire comme pays africain, mais après je n'y suis jamais allé. C'est un pays effectivement qui me plairait de visiter. Je suis sûr magnifique. Pour ce match opposant Marseille à Brest, comptant pour la 31e journée, le ministre du Tourisme et des Loisirs, à la tête d'une délégation, s'est rendu au stade Vélodrome où le club célèbre son partenariat avec notre pays à travers Sublime Côte d'Ivoire. Au prime abord, j'ai commencé à dire que ce partenariat est en pleine discussion et que nous sommes pratiquement à la fin de ces discussions pour prolonger le contrat pour 3 ans. C'est parce que nous avons d'abord jugé que c'est un partenariat gagnant-gagnant et que la Côte d'Ivoire tire profit de ce partenariat et que nous avons des dividendes qui, de mon point de vue, sont de nature à nous satisfaire et à permettre à ce que nous envisageons l'avenir dans une vision plus prospective et stratégique. On est vraiment rentré dans des discussions beaucoup plus en détail avec des projections qui sont bénéfiques aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour nous, Olympique de Marseille. Et l'idée, c'est vraiment d'aller toucher, d'aller parler à ces gens qui sont en Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire, ce peuple ivoirien, pour leur expliquer ce qu'est l'OM et ce qu'est l'OM du jour, non pas uniquement les choses qu'ils peuvent voir à la télé ou dans les journaux, mais l'idée c'est cette proximité. On est allé déjà 2, 3, 4 fois en Côte d'Ivoire avec des différentes délégations et l'avantage pour nous c'est de découvrir aussi ces territoires et apporter notre pierre à l'édifice sur un développement dans ce pays. Le partenariat noué entre l'Olympique de Marseille et Sublime Côte d'Ivoire ne s'arrête pas qu'au plan sportif. Nous avons tout l'aspect social qui va consister justement à ce que la fondation de l'OM ait des interactions avec d'autres fondations en Côte d'Ivoire, notamment la fondation Children for Africa, pour apporter un peu, pas son expertise, mais créer des liens de coopération sociale entre ces deux entités que sont Children for Africa et la fondation. Et puis pourquoi pas justement en matière de formation avec l'académie de l'OM, lier des relations de partenariat avec des académies et des centres de formation ivoiriens. Sur le terrain, ce dimanche, c'est le ministre du Tourisme et des Loisirs qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Un autre fait marquant, les joueurs ont arboré des maillots uniques, floqués au nom des villes de Côte d'Ivoire. Agnès Bilécro a porté beaucoup de bonheur à Amine Gouiri, auteur d'un triplé. L'Olympique de Marseille a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Depuis sa création, 15 joueurs ivoiriens ont fait le bonheur du club. Les plus célèbres sont sans doute Didier Drogba et Basile Boli. Ce dernier qui a offert au club phocéen son tout premier trophée, aux Grandes Oreilles.
Et dans l'actualité nationale, cette annonce qui devrait réjouir le secteur aurifère, la construction prochaine d'une usine d'affinage d'or en Côte d'Ivoire, ce qui devrait permettre d'accroître les gains de l'État, de sortir les petites mines des griffes du trafic illégal, mieux de veiller à la traçabilité de l'or ivoirien. Annonce faite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Reportage signé Lanciné Bakayoko. Il y a urgence à maîtriser la traçabilité de l'activité aurifère et à agir sur les circuits commerciaux. Quand on compare ce que nous avons ici et ce qui se passe dans les pays voisins, tout près de nous, on sait très bien qu'il y a une bonne part de l'or extrait à partir de procédés artisanaux et semi-industriels qui échappent complètement. Au plus tard en décembre prochain, le gouvernement ivoirien va lancer la création d'une usine d'affinage d'or. Nous nous sentons désormais investis de la mission de faire de la déclaration, la bonne déclaration, la traçabilité aurifère, notre cheval de bataille. Nous continuerons toujours d'œuvrer aux côtés de M. le ministre pour permettre à ce que le secteur des petites mines en Côte d'Ivoire puisse connaître son essor et pour permettre à ce que l'or brille pour l'ensemble des populations ivoiriennes. La mise en place de cette usine d'affinage s'inscrit dans une dynamique plus large de formalisation et de structuration de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle qui fait aujourd'hui face à de nombreux défis. Des défis qui ont pour nom forte informalité et tensions sociales récurrentes dans les zones d'exploitation. L'ambition de cette unité d'affinage, c'est d'aller à la certification. Or, pour aller à la certification, il faut montrer patte blanche. C'est un projet à fort potentiel économique qui permettra de renforcer le comptoir national de l'or et de capter davantage de ressources. Reportage Lanciné Bakayoko, le président du conseil régional du Bafing, Mamadou Sanogo, a effectué une tournée dans plusieurs localités de la région. À la faveur de cette tournée, plusieurs infrastructures ont été livrées pour le bonheur des populations. Une livraison d'infrastructures qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième session de l'année 2025 du conseil régional du Bafing. Commentaire de Godfrey Okambawa. Première escale de cette tournée de livraison d'infrastructures de base dans la région du Bafing, le village de Massasso. Une pompe à motricité humaine est mise en service. Non loin de là, le village de Waibasso qui bénéficie également de cette même infrastructure. Désormais, ces deux localités ont accès à l'eau potable. En matière d'électricité, c'est le village de Gouela qui est désormais connecté au réseau électrique national. À ce jour, plus de 90% des villages de la région sont électrifiés. L'accès à l'électricité est une avancée majeure pour notre communauté. Il marque un tournant décisif dans l'amélioration de notre quotidien. Il ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques, facilite l'accès à l'éducation et améliore les conditions de vie de chacun. Notre remerciement va à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À ces actions s'ajoute l'amélioration des conditions du système sanitaire et éducatif à travers la construction de plusieurs collèges de proximité et de centres de santé à Soula, Gouela, Ténémassa et Ferrantella. Le président du conseil régional appelle les populations à l'union pour le développement de la région. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui au plan national en termes de développement n'est que du fait d'une seule personne, le président Alassane Ouattara. Bientôt, nous allons voir la route Séguéla-Touba et Touba-Waninou pour ressortir par Sawela, totalement bitumée. Inch'Allah, cela est du fait du président Alassane Ouattara. Chers parents du Bafing, soyons reconnaissants. La livraison de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la deuxième session de l'année 2025 du Conseil régional du Bafing. Au cours de cette rencontre, le programme triennal de développement 2025-2028 est adopté.
En politique, les femmes de la commune de Koumassi, venues de divers quartiers, ont exprimé leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement engagées en leur faveur. Elles en ont profité pour l'inviter à briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Nous Sangaré. Elles sont venues de tous les quartiers et sous-quartiers de Koumassi. Mobilisées en nombre, ces femmes ont tenu à exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de leur épanouissement. J'ai bénéficié 2 fois du projet du crédit FAFSI qui m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un terrain que je suis en train de construire. Donc vraiment, je suis très contente. Avec Ado, je vais aller encore plus loin. Il y a eu trop de changements à Koumassi et tout le monde le sait. Avant, nous étions ici, on nous appelait Koumassi Poto-Poto. Mais aujourd'hui, grâce au président, il y a eu beaucoup de changements. Nous avons bénéficié des routes, des infrastructures, des écoles pour nos enfants qui rassurent l'éducation. Il y a aussi des hôpitaux. Il y a encore des fonds qui ont été mis à notre disposition pour l'autonomisation de la femme. Mais au-delà des remerciements, elles ont saisi l'occasion pour formuler un vœu. Voir Alassane Ouattara briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Pour porter ce message, elles ont fait appel à Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce message qu'elles m'ont passé est un message que je porte et que je prends avec vigueur parce que c'est ma mission. Je suis missionnaire du président auprès des femmes et je transmettrai ce message du souhait des femmes de Koumassi d'une continuité dans ce que nous avons vécu depuis 14 ans que nous vivons aujourd'hui, d'une continuité dans leur protection, d'une continuité dans le fait qu'elles se sentent aujourd'hui mieux armées pour affronter les contingences quotidiennes, pour l'épanouissement de leur famille et de leur communauté. À Koumassi, ces voix féminines ne veulent pas seulement être entendues, elles entendent peser dans la balance politique de 2025. Et toujours en politique, le mouvement citoyen engagé pour la République, en abrégé EPR, a effectué sa rentrée politique, un événement qui a réuni militants, cadres politiques et sympathisants autour du thème suivant, la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, le deuxième miracle ivoirien, occasion pour le mouvement de lancer officiellement ses activités pour l'année 2025. Alexis Ouedraogo. C'est la rentrée politique du mouvement citoyen engagé pour la République. Le mouvement met en avant les acquis du régime pour justifier son engagement. Pour ses membres, les réalisations du président Alassane Ouattara ont fait entrer la Côte d'Ivoire dans une nouvelle ère de développement. Thème choisi, la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, deuxième miracle ivoirien. Notre travail va se faire essentiellement autour de la promotion de la paix. Comme je l'ai dit, nous souhaitons que ces élections se déroulent dans un cadre apaisé. Et nous avons déjà l'assurance que notre candidat va remporter les élections parce qu'il n'y a pas de débat. Mais nous aurons intérêt à célébrer cette victoire dans la Grèce, dans la paix. Invité d'honneur, le ministre délégué au sport a salué l'engagement du mouvement tout en soulignant les avancées dans son domaine de compétences. Tous les oufouettistes de tous bords devraient pouvoir comprendre que l'heure du rassemblement a sonné. Lorsque la Côte d'Ivoire faisait face à des difficultés, il a été appelé au chevet de la Côte d'Ivoire. Comme un messie, il a aidé le président Houphouët-Boigny à relever la tête. L'EPR, existant depuis 2020, entend jouer sa partition pour les grandes échéances à venir. Le travail libère de l'oisiveté, le travail favorise l'épanouissement. Hier 1er mai, le monde entier célébrait la fête du travail, une célébration observée en Côte d'Ivoire. Avec nos reporters, faisons ensemble le constat de cette célébration à travers quelques villes du pays, à Dimbokro, Katiola, Daloa et Tanda. C'est l'esplanade de la préfecture de Dimbokro qui a abrité la célébration de l'édition 2025 de la fête du travail. Défilé des différentes couches socio-professionnelles dans la capitale de la région d'Inzi et allocution. Les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, les représentants des 3 centrales syndicales ont relevé quelques difficultés au plan local. L'autorité préfectorale annonce la réouverture prochaine de l'usine ITESI. À la base de la production de toutes richesses de leurs différents pays, les travailleurs du handball qui se sont retrouvés à Katiola pour la célébration. Occasion pour le représentant de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, et les autorités locales d'insister sur la nécessité de la sauvegarde de la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. À l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, les travailleurs de la ville d'Aloa ont célébré le 1er mai.
Les différents porte-paroles des centrales syndicales ont égrené quelques doléances des travailleurs de la cité de l'Antilope, à savoir la recrudescence du banditisme, l'insécurité des travailleurs pendant les périodes électorales et post-électorales, la distinction honorifique des travailleurs, l'immatriculation de tout travailleur à la CNPS. Bamba Yaya, secrétaire général 2 de la préfecture, représentant le préfet, rappelle les efforts fournis par le gouvernement pour le bien-être de la population à travers le programme social qu'il a initié. À l'instar de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, le département de Tanda a célébré également ce 1er mai la fête du travail. Au-delà des festivités, c'est un hommage au dévouement et à l'engagement des acteurs du secteur professionnel. Le préfet du département a saisi cette occasion pour exhorter ses administrés au dialogue et à la paix pour le développement de cette cité. Il a également prôné le vivre ensemble et le soutien des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Et comme annoncé à l'entame de cette édition dans les titres, notre reporter Noussa Garé nous conduit à présent dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, au département de Madinani. Il nous invite à découvrir Dabadougou, un village discret mais chargé d'histoire. Pour commencer, le village abrite une mosquée de style soudanais. Architecture traditionnelle, transmission orale, musée artisanal, tout dans ce village célèbre un héritage vivant. Dabadougou, au cœur d'un village gardien des traditions. Reportage à suivre maintenant. Dabadougou, un village reculé dans le département de Madinani, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. À première vue, rien ne le distingue des autres. Et pourtant, au centre du village, une silhouette majestueuse émerge. Une mosquée construite en terre crue, selon les codes de l'architecture soudanaise. Une œuvre façonnée à la main, entre banco, argile macérée et termitières pilées. Ces termitières sont déposées, on va les malaxer, on va les pétrir. Voilà, durant 3 semaines. Et à la fin, on va mélanger l'argile obtenue avec cette plante, appelée en langue locale le sinon, et on va couvrir l'argile avec une bâche noire durant 2 semaines. Et au terme de ce pétrissage, l'argile sera stockée et destinée à la construction de la mosquée. Ici, le bâti d'apparence simple impressionne par ses détails. Une architecture pensée pour durer, mais aussi pour transmettre une symbolique. Pour entrer dans ce lieu sacré, il faut se courber. Les 2 portes volontairement basses imposent le respect et rappellent l'humilité devant Dieu. Cette entrée est symbolique parce que quelle que soit ta taille, quelle que soit ta forme, en entrant dans cette mosquée, il faut s'incliner. Voilà, ce signe d'inclination, c'est un signe de soumission à Dieu, Dieu le Tout Suprême. Dans la cour, un préau a été aménagé. En ce lieu, on trouve des photos rares des grandes figures de l'islam en Afrique subsaharienne. Ici, nous voyons par exemple la photo du cheikh El Hadj Fanta Madi, voilà, shérif de Kankan. Un shérif, c'est un descendant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ses enseignements continuent encore en Guinée. Il a encore ses disciples en Guinée. Ici, au niveau de cette photo, il y a le cheikh Amadou Bamba qui est vraiment connu, voilà, au Sénégal. Voilà. À un autre niveau, en Côte d'Ivoire, nous avons le cheikh Kenedia, qui est le maître du cheikh Laïdaba. C'est une référence en Côte d'Ivoire. Il est toujours là, il est présent. Juste en face, un autre bâtiment intrigue. Même architecture. Mais à l'intérieur, ce ne sont pas que des prières qu'on attend, mais des histoires qu'on découvre. C'est un musée vivant, une mémoire conservée avec soin. Ce travail de mémoire, on le doit au cheikh Lagui Daba. Ce guide religieux respecté dans toute la région a fait de la préservation du patrimoine son combat quotidien. Nous disposons de toutes sortes d'armes anciennes utilisées autrefois par nos ancêtres. Divers types de sabres, des lances ainsi que des armes de grande valeur servant à la protection. Nos ancêtres étant commerçants emportaient ces armes lorsqu'ils se déplaçaient pour leurs échanges commerciaux. Sur la route, ils étaient souvent confrontés à des trafiquants. Il était donc essentiel de pouvoir se défendre. Parmi ces armes, on trouve de longs fusils mesurant jusqu'à 2 mètres.
Leur maniement nécessitait de les placer au sol en position couchée. Ici, des photos rares de l'histoire coloniale de la ville d'Odjéné sont gardées jalousement. Nous conservons également de précieuses archives. La première case où séjourna Félix Houphouët-Boigny avant même qu'il ne devienne président de la République, ainsi qu'une photo de la maison du gouverneur de l'époque, des photos de la toute première mosquée d'Odjéné. Génération par génération. Dans ce village, l'histoire ne dort pas dans les livres. Elle se raconte à haute voix, elle s'enseigne avec les mains et surtout, elle se vit. L'histoire ne dort pas dans les livres. Merci à vous, Nour Sangaré, pour ce voyage culturel. Madame internationale, sachez que la liberté de la presse est un recul à travers le monde en 2024, selon Reporters sans frontières, un recul généralisé des conditions de travail des journalistes, un recul de l'accès à une information indépendante, une information de qualité pour le public à l'international. Autant de faits et de facteurs qui ressortent de ce constat. Les principales entraves à la liberté de la presse identifiées sont liées à des facteurs sécuritaires, politiques et économiques. Pour rappel, demain 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée partout sur la planète. Merci de nous avoir suivis. Ainsi se referment les pages de cette édition. Dieu garde la Côte d'Ivoire.